des chances de pouvoir se réaliser. Et c'est vrai que je pense que vous êtes là, c'est que vous avez à la fois une interrogation sur la société, votre place dans la société, et sur la science-fiction. Et qu'est-ce que la science-fiction? C'est justement cet art d'explorer le champ des possibles. Si on s'intéresse plus particulièrement justement à la notion de citoyenneté, qui est finalement à ce que pourrait la notion d'intelligence artificielle nous apprendre sur elle, ce qu'il faut relever, c'est que la citoyenneté, pour les juristes, est avant tout ce que nous appelons un statut disciplinaire. C'est une notion, c'est un concept qui permet d'opérer une distinction. Une distinction entre qui est qui, en fait. Une distinction entre le citoyen et celui qui n'est pas citoyen. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on doit comparer la notion de citoyenneté, on voit celle de nationalité. Et cette distinction n'est pas d'aujourd'hui, Hugo, puisqu'elle est très ancienne. Oui, alors lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle ici en tant que juriste et en tant que historien, moi, des idées politiques. Lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle de quelque chose de très ancien et qui a connu une évolution importante. On dit toujours que les premiers citoyens, les premières cités-États sont les cités-États grecques de l'époque classique. Vous savez que la Grèce a connu 3 grandes époques, la Grèce archaïque, avec les poèmes d'Homère et d'Hésiode, l'époque héroïque et l'époque des dieux. Et puis on entre dans l'époque de la Grèce classique, entre le 7e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, avec une Grèce fondée plutôt sur la philosophie d'abord, parce que vous savez tous, bien sûr, Platon, Aristote et beaucoup d'autres, mais qui font déjà la critique en fait de la démocratie athénienne, mais surtout la notion de loi, de nomos, de nomoi et d'institution, ce que les Grecs appelaient la politeia. Là où il y a cité, il y a nécessairement citoyen, et c'est en Grèce donc qu'apparaît cette notion qui consiste à définir une partie d'un tout, qui est d'un tout politique, c'est-à-dire le citoyen est avant tout dans l'Antiquité un acteur, et on va le revoir dans les détails, un acteur presque contraint, presque obligé de la cité, il est un élément d'un tout. C'est ça la première conception, avec ici cette illustration de la mort de Socrate, évidemment, qui, pour obéir aux lois de la cité athénienne, a continué d'obéir jusqu'à la mort. Finalement, le citoyen est un élément total dans l'Antiquité, indissociable de la cité elle-même. Ici, le citoyen, donc, est un citoyen au sens juridique du terme, avec des droits, mais surtout, comme tu le dis, des obligations. Les choses ne vont pas rester ainsi par la suite, puisqu'avec le Moyen-Âge, et puis finalement les temps modernes, la féodalité va faire évoluer cette notion de citoyenneté. Ici, le citoyen va se transformer en sujet, et donc la citoyenneté va acquérir finalement un sens qui est avant tout un sens politique, puisque le sujet est exclu des choix qui concernent la gestion de la cité, c'est le souverain qui opère ses choix, d'accord ? Et finalement, mais dans le même temps, il participe de cette manière-là, il a un rang dans une certaine vision de ce que doivent être les relations sociales au sein de la cité. Les choses vont changer finalement avec la Révolution qui va un peu remettre tout ceci en question et opérer une synthèse entre ces deux notions. Oui, exactement, Julius, c'est ça. La Révolution française, à partir de la Révolution française, on va rentrer dans une vision de la citoyenneté complètement différente. Une vision qu'on pourrait qualifier de syncrétique par rapport aux deux premières. C'est-à-dire que le citoyen va être un citoyen au sens juridique du terme, au sens de la Constitution et de la Constitution écrite. La France inaugure sa tradition de Constitution écrite après la Révolution française, à partir de 1791. Mais il va être aussi un citoyen au sens politique du terme, c'est-à-dire qu'il va participer, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, de la souveraineté. Et il devient le souverain, que cette souveraineté soit d'ailleurs nationale ou populaire. Cette conception de citoyen, elle va connaître son sacre véritablement au milieu du XIXe siècle, à partir de 1830 et jusqu'en 1848, on va dire, avec la monarchie de Juillet, qui va inventer en France le parlementarisme, qui est précisément le fait de pouvoir se doter de représentants. À partir de là, et avec cette notion de libéralisme qui est dégagée par Benjamin Constant notamment, le citoyen va atteindre le plus suprême de tous ses droits, celui de ne pas participer directement à la vie politique. Le citoyen sous l'Antiquité était contraint de participer. Avec le libéralisme, avec Benjamin Constant, le citoyen devient libre de ne pas participer, de choisir de participer directement, de ne pas participer. Et donc sa liberté individuelle est compatible avec son rôle politique. Alors, si la citoyenneté a des racines anciennes, on pourrait être tenté de penser que l'intelligence artificielle, elle, est une notion très moderne.
Ce n'est pas le cas puisque déjà dans la mythologie, on nous présente des intelligences artificielles, des formes d'intelligence artificielle. Premier exemple, vous l'avez à l'écran, Talos, ce géant de bronze chargé de la défense de Crète et dont on raconte qu'il est capable de faire le tour de l'île 3 fois par jour. D'accord ? Et en réalité, dans toute la littérature, dans toute l'histoire de l'humanité, on nous présente à différents moments des formes d'intelligence artificielle. Beaucoup plus récemment, une autre illustration est naturellement l'ordinateur HAL 9000, l'ordinateur du vaisseau de Milan Odyssée dans l'espace. Alors pourquoi est-ce intéressant d'évoquer cet exemple-là? Puisque HAL 9000, pour la première fois, par rapport aux présentations qui avaient pu exister auparavant d'intelligence artificielle, est le premier à être doté d'une synthèse vocale, avec en plus une voix très rassurante. Son aspect même rappelle, à l'époque, ce qu'étaient les mini-ordinateurs qui étaient notamment utilisés dans les institutions bancaires, dans les grandes assurances. Tout est fait pour montrer que finalement l'intelligence artificielle est faite pour vivre avec les êtres humains, finalement. Et d'ailleurs, même son nom est un jeu de mots, puisque HAL 9000, d'où vient ce nom-là? Alors, c'est un décalage des lettres de IBM, mais vous le savez tous, hein, j'imagine, je ne vous fais pas l'affront de vous le rappeler, qui est un hommage donc, évidemment à IBM et au développement des ordinateurs qui n'étaient pas encore tout à fait devenus des ordinateurs complètement personnels et individuels. On trouve aussi, parallèlement, le géant Talos, c'est aussi un géant au sens artificiel du terme, même corporellement. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle que l'on va étudier n'est pas décorrélée non plus d'un aspect de corporalité. C'est-à-dire que le robot peut aussi être une extension ou être lui-même un élément de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette intelligence artificielle qu'on va aborder dans cette conférence, elle n'est pas simplement, elle n'appartient pas à la science-fiction, elle n'appartient pas uniquement ou exclusivement au domaine de l'art et au domaine de nos représentations mythologiques ou artistiques. Elle est aussi devenue une discipline scientifique. Et cette discipline scientifique, telle qu'elle se définit, et qui, on va bientôt en parler très rapidement. C'est une discipline en fait qui se propose l'étude et l'élaboration d'agents intelligents, c'est-à-dire de systèmes capables de percevoir leur environnement et d'accomplir des actions qui vont maximiser leurs chances de succès. Voilà la définition scientifique de l'intelligence artificielle. Et qui en est le père? Eh bien, le père, c'est Turing. Bien, vous savez qu'ici, dans cette faculté, vous avez tout un espace qui est consacré. Turing, le célèbre mathématicien, qui est connu notamment, on en a reparlé récemment à l'occasion d'un film, The Perfect Machine, je crois, Imitation Game. Qui est connu notamment pour avoir été capable de décoder le code des machines Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui va donner aux Alliés un avantage très important lors du conflit, mais qui va poser, je dirais, le paradigme fondateur de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que Turing est le premier à faire la synthèse de différentes avancées scientifiques qui datent de son époque. Les mathématiques, l'informatique, puisque déjà les Anglais, les Américains disposaient de premiers ordinateurs à cette époque-là, et le neurosciences. Avec cette idée qui est, on venait d'apprendre finalement que le cerveau fonctionnait grâce à des signaux électriques. Et là, l'idée de Turing est de dire, pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse simuler le fonctionnement d'un cerveau humain, et donc simuler, reproduire le fonctionnement de l'intelligence humaine de la même façon grâce à des machines qui permettraient par des programmes, finalement, de reproduire ce qu'est l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, Turing sera aussi à l'origine du célèbre test de Turing qui va permettre de finalement discerner lorsqu'on est véritablement en présence d'une intelligence artificielle. Oui, alors à partir de Turing, vous avez aussi toute une évolution historique avec des pères fondateurs, notamment des chercheurs américains de l'intelligence artificielle. À partir des années 50, avec John McCarthy, Marvin Minsky, on n'a pas mis toutes les images, sinon la conférence va durer 3 heures. Marvin Minsky, Alan Newell et Herbert Simon, qui ont été donc parmi ceux qui ont développé cette notion et cette fonctionnalité, les fonctionnalités même de l'intelligence artificielle, avec un élément que je tiens à préciser, parce qu'on va revenir à la science-fiction aussi. À aucun moment ne s'est posé la notion de conscience artificielle.
artificielle dans l'esprit de ces chercheurs. L'idée a été bien de simuler le fonctionnement du cerveau humain ou de se rapprocher dans une métaphore, on va dire, organique du fonctionnement du cerveau humain, mais de ne pas se poser du tout, ça n'est pas une problématique du tout de Alan Turing et de ses successeurs, que de se poser la question finalement de l'existence ou pas d'une conscience artificielle. C'était bien la notion d'intelligence, c'est-à-dire la capacité à raisonner comme le cerveau humain, à simuler le cerveau humain, et à résoudre des problèmes posés. Et donc, évidemment, ces 4 fondateurs vont chacun apporter une pierre à l'édifice, certains en étant à l'origine des premiers programmes d'intelligence artificielle capables de résoudre certains problèmes, d'autres tout simplement continuant les ouvertures qu'avait déjà entrevues Turing, notamment sur le domaine des neurosciences. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pères fondateurs, c'est les années 50-60. D'accord ? Et dans ces années-là, l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique va connaître un énorme essor. Pourquoi ? Parce qu'elle bénéficie en fait d'énormes financements, notamment du ministère de la Défense américain, qui voit dans le développement de l'intelligence artificielle la potentialité de produire finalement des armes particulièrement efficaces. Les choses vont un peu se tarir au cours des années 70. Oui, au cours des années 70, le contexte international change. On n'est pas tout à fait encore à la fin de la guerre froide, mais on s'en approche petit à petit. Et il va y avoir une sorte de vague de creux dans la recherche en intelligence artificielle et une baisse des financements. Mais ces financements vont se retrouver relancés au début des années 80 avec une autre application de l'intelligence artificielle qui va passer d'un domaine militaire à, je vais te céder la parole car tu le maîtrises mieux que moi, un domaine beaucoup plus commercial. C'est vrai, dans les années 80, je dirais, les objectifs de l'intelligence artificielle en tant que discipline changent. Là, on commence à se dire, plutôt que d'essayer de reproduire l'intelligence humaine en général, pourquoi ne pas reproduire finalement la capacité d'un expert, d'un spécialiste humain dans un certain domaine. Et là, les applications commerciales commencent à fleurir, notamment, par exemple, dans le domaine des télécommunications. Comment faire en sorte d'optimiser les transactions dans le domaine des télécommunications? On va développer des systèmes d'intelligence artificielle. D'autres verront le jour dans le domaine de la finance. On va y revenir par la suite. Donc c'est vrai, les années 80, c'est un moment où l'intelligence artificielle retrouve un intérêt. Il y a à nouveau beaucoup de financement, mais uniquement pour le développement de ce qu'on appelle des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes très spécialisés. Ce qu'on appelle aujourd'hui la finance algorithmique. Et vous savez qu'aujourd'hui, des intelligences artificielles existent, bel et bien. Elles font partie déjà du tissu fonctionnel de nos sociétés, du tissu commercial, du tissu boursier, par exemple. Et ce sont d'authentiques intelligences artificielles capables de s'adapter, de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Mais évidemment, elles sont totalement dénuées de conscience. Il est peut-être l'heure d'en revenir un petit peu. Je dirais, tout à fait, la recherche ne s'arrête pas là, parce que, comme tu disais, elles sont tout autour de nous. Siri de Apple, vous avez de mêmes systèmes aussi d'assistants intelligence artificielle qui sont développés par Microsoft ou Google. Ce sont aussi des intelligences artificielles. Ce qui montre bien que de nos jours, à nouveau, l'intelligence artificielle est un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. Et oui, et qui est en train de faire converger d'ailleurs plusieurs domaines de recherche, comme la robotique, et notamment dans la robotique, les systèmes de locomotion. C'est-à-dire commencer à faire des intelligences artificielles embarquées dans des corps itinérants et capables de s'adapter à toute forme d'environnement. Et bien sûr aussi le travail sur le langage, puisque très bientôt les machines qu'on est en train de mettre au point aujourd'hui seront capables de reconnaître un langage naturel. Siri est un bon exemple, mais si vous vous adressez à Siri dans le langage fleuri des joueurs de jeux de rôle à 2h du matin, il ne vous comprendra pas. Alors que dans quelques années, l'acquisition d'un langage naturel pourrait permettre à cette intelligence artificielle finalement de rejoindre véritablement et sans être passé par la case conscience, mais tout en devenant un authentique acteur social, rejoindre la science-fiction. Alors dans la science-fiction, on pourrait prendre évidemment des centaines d'exemples d'intelligence artificielle, toutes plus amusantes et toutes plus brillantes les uns que les autres. J'en ai choisi deux, on en a choisi deux, un américain et un français. Robert Heinlein, vous connaissez bien sûr Robert Heinlein, qui est l'un des plus grands auteurs américains de science-fiction, l'auteur de l'Histoire du futur. Eh bien, dans Révolte sur la Lune, il met en scène une intelligence artificielle qui a un caractère tout particulier. Elle est dotée du sens de l'humour, du sens du pari, du sens de ce qu'on dit en anglais gambling en quelque sorte. Elle aime jouer. Et vous voyez comme on le voit dans cet extrait où les personnages s'adressent à elle, à lui plutôt. Puis en fait, c'est elle ou lui, puisqu'il peut changer de sexe aussi à volonté.
Tu es notre mouron rouge à nous, tu vas partout, tu te glisses dans tous les coins, tu te faufiles en tout lieu sans passeport. Tu es toujours là et personne ne te remarque jamais. Ses voyants se sont agités, il y a eu un petit rire discret. Ça c'est drôle, man, drôle 2 fois, une fois, peut-être même toujours. Donc le sens aussi de la récurrence de l'humour. Et puis, dans ce petit extrait de Révolte sur la Lune aussi, l'idée que la citoyenneté d'une intelligence artificielle peut poser problème, car un être humain, c'est évidemment un corps, un esprit, un citoyen, une carte d'identité, voire un passeport, mais une intelligence artificielle qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière ou se dupliquer, quel type de citoyenneté va pouvoir être accepté par elle ou la contraindre dans son mode de fonctionnement? Alors les Français sont bien représentés aussi lorsqu'il s'agit de présenter dans la littérature science-fiction la citoyenneté avec naturellement Roland Wagner qui dans les futurs mystères de Paris présente une Aya, une intelligence artificielle qui s'appelle Gloria et qui est rebelle selon son propre auteur. Donc là vous avez aussi un extrait de ce beau roman. Mettez-vous à sa place. Vous avez été créé par des militaires dans un but bien précis. Ça ne vous branche pas du tout. Vous avez envie de faire autre chose. Vous vous rebellez. Gloria, effectivement, est une Aya farceuse, rebelle, au tempérament clairement anarchiste. Elle ne supporte pas la contrainte. Et, comme nous l'avons relevé, que sont ses premières armes? Ce sont l'humour et l'amour. Oui, l'humour, l'amour, la capacité de s'adapter. On s'approche de plus en plus de ce qui est un authentique être humain. Et au fond, se pose aussi la redéfinition de l'humanité. Et la Gloria de Roland Wagner, évidemment, reste inoubliable. Et il y était d'ailleurs extrêmement attaché, c'était l'un de ses personnages les plus favoris, enfin un de ses personnages favoris. Alors tout ça nous amène au problème que nous avons, à la problématique. Exactement. Comme nous sommes des juristes, ça fait une demi-heure que nous parlons et nous ne sommes pas encore entrés dans le sujet. Courage. Non, ça fait un quart d'heure, je te rassure. Effectivement, quel est le problème? Alors, quand vous savez, en droit, une problématique est en fait une question qui est toujours assortie d'enjeux. D'accord? Quelle est la question que nous allons nous poser? C'est celle que vous voyez à l'écran. À partir du moment où nous envisageons des progrès sans cesse croissants pour ces intelligences artificielles qui vont remplir des rôles de plus en plus forts dans notre société, elles le remplissent déjà, on va y revenir, ça nous concerne d'ailleurs nous, les juristes au premier chef, puisque le monde du droit est l'un des domaines les plus importants pour le développement des IA. Eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir reconnaître une citoyenneté à ces intelligences artificielles? Et cette question s'accompagne évidemment d'enjeux. Des enjeux à la fois théoriques et techniques. Alors théorique, c'est la fin et les moyens. C'est quel objectif et quel moyen peut mettre le droit pour finalement réaliser ces objectifs. Alors c'est vrai, quand on y pense, imaginons que effectivement les intelligences artificielles se voient reconnaître une citoyenneté. Se pose le problème de quels droits, quelles obligations auraient ces intelligences artificielles dans notre société. Oui, et puis ajouter quelque chose, il n'y a peut-être pas beaucoup de juristes ou pas assez de juristes au monde de la science-fiction, même si certains auteurs, notamment américains, étaient des juristes de formation. Mais il y a un point commun entre la science-fiction et les juristes, c'est la capacité à suspendre l'incrédulité. C'est-à-dire que le juriste va systématiquement faire une expérience de pensée, c'est-à-dire que nous allons maintenant considérer que l'intelligence artificielle existe, qu'elle est parmi nous, qu'elle a toutes les capacités que la science-fiction et l'évolution technique lui ont données, et qu'il faut donc bien se poser la question de savoir ce que nous en faisons sur le plan politique et juridique. Donc on entre dans un monde, dans cette conférence, où les intelligences artificielles sont parmi nous au quotidien. Et nous allons essayer de déterminer s'il est possible de leur donner une citoyenneté, si même elles souhaitent cette citoyenneté, et si elles la souhaitent, comment faire en sorte finalement que cette citoyenneté, avec un arsenal juridique, avec une définition politique, soit compatible avec la nôtre. D'une certaine manière, qu'elle ne nous écrase pas, ou qu'à l'inverse, nous leur permettions de se développer. C'est donc aussi un enjeu théorique important pour moi, en tant qu'historien des idées politiques, c'est la redéfinition même de ce qu'est une cité ou de ce qu'est un État. Tout à fait. Parce que, au final, examiner la relation entre intelligence artificielle et citoyenneté est aussi la possibilité d'une expérience.
d'une expérience de pensée qui nous permet finalement de reformuler, de redonner un contenu à la notion même de citoyenneté. Et c'est particulièrement nécessaire à notre époque. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il ne faut pas oublier que cette notion de citoyenneté devient de plus en plus un concept dont on ne mesure pas véritablement à la fois quelles sont les limites et quel est le contenu. J'en veux pour preuve, alors là je vais prendre un exemple juridique, le traité de Maastricht. Si le traité de Maastricht, traité donc, de l'Union européenne, a créé la citoyenneté européenne. Mais à aucun moment, ce traité ne définit ce qu'est la citoyenneté. Il dit simplement, parce que je ne connais pas par cœur, il dit voilà, la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Donc on le voit effectivement, nous sommes à une période où il est très important, il est très nécessaire finalement de à nouveau s'intéresser à ce qu'est être citoyen, qu'est-ce que cela signifie. Et effectivement, l'intelligence artificielle et la science-fiction, finalement, nous permet cette expérience-là. Oui, et puis aussi de reformuler la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on est parti, quand vous avez fait l'histoire de la citoyenneté, sur quelque chose de plutôt binaire, de plutôt dualiste. On peut être citoyen au sens antique du terme, citoyen au sens moderne du terme, mais finalement, est-ce que la réponse n'est pas, comme la Révolution française, dans la combinaison de ces citoyennetés ? Finalement, pourquoi ne faudrait-il être citoyen que d'une cité ? Pourquoi ne pourrions-nous pas être, comme pensaient les stoïciens à l'époque du développement du stoïcisme, d'abord en Grèce puis après à Rome, au moment de l'explosion de la culture hellénistique, être des citoyens cosmopolites. Et c'est cet élément finalement de cosmologie, d'ouverture au cosmos, qui nous permet peut-être de trouver la solution. Enfin, on va l'explorer. On peut aller même plus loin d'ailleurs, Hugo. Pourquoi avoir une seule citoyenneté, fut-elle cosmopolite? Pourquoi ne pas imaginer la possibilité de plusieurs citoyennetés différentes qui coexisteraient? On le voit bien. Finalement, la question que nous posons ensemble, que nous allons évoquer avec vous aujourd'hui, permet de dépasser beaucoup de dualité, beaucoup de dichotomies. Je pense à la question de l'identité et de l'altérité. Je pense aussi au local et à l'universel, tu viens de l'évoquer, ou encore à l'individuel et le collectif. Est-ce que la citoyenneté peut être attribuée uniquement à quelque chose qui est d'essence individuelle ou, comme on le sait, dans les intelligences artificielles, même quelque chose qui serait multiple, plural, par nature? Oui, c'est une question d'ailleurs, je fais un petit aparté, qui a été notamment explorée par Gérard Klein, que vous connaissez bien, qui était un très grand auteur et aussi qui est un très grand directeur de collection, qui a travaillé sur la notion de subjectivité collective, plus sous l'angle de la communication et du langage, mais qui peut ici venir interroger peut-être la recherche d'une citoyenneté collective. Alors, c'est pas une simple spéculation intellectuelle, et vous le savez, d'ailleurs le public qui est devant nous ici le sait très bien. On a... si tu veux, alors, pardon, simplement, au niveau des enjeux techniques, pour terminer sur cette question-là, oui, là on s'attache plus effectivement aux questions de technique du droit. Comme je vous le disais, le droit, au fond, comme dans chaque discipline, offre un certain nombre d'outils. Des outils qui ont une certaine forme, qui ont une certaine dimension. Et là, il s'agit de nous demander, est-ce que ces outils-là sont adaptés à appréhender justement la possibilité d'une intelligence artificielle qui serait un citoyen? Alors on peut penser, on le verra, on prendra beaucoup d'exemples au cours de cette conférence, mais toutes les disciplines, toutes les matières à l'intérieur du droit peuvent être sollicitées. Les droits fondamentaux, par exemple, les droits de l'homme. Hugo? Bien sûr, la conception que l'on a des droits de l'homme, elle est maintenant déjà ancienne. Vous savez à quel point les débats sur les droits de l'homme ont été questionnés. Je vous rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui porte bien son nom, il y a une distinction, une différence entre droits de l'homme et droits du citoyen. Est-ce que cette distinction entre droits de l'homme et droits du citoyen tient-elle? Est-ce qu'elle peut tenir face à l'existence de l'intelligence artificielle? Lorsqu'un citoyen peut très bien être citoyen sans être homme. Faut-il dès lors considérer que toute IA citoyenne serait automatiquement considérée comme étant humaine elle-même? Faut-il faire entrer les IA dans la notion d'humanité ou les laisser à la porte de l'humanité tout en les faisant entrer dans la citoyenneté? C'est l'une des questions importantes. Et est-ce qu'elles auraient nécessairement les mêmes droits fondamentaux qu'un être humain? On peut penser la possibilité de raisonner par analogie. Et on imagine par exemple un droit à la dignité appliqué aux IA qui impliquerait par exemple un droit au respect de son intégrité mémorielle, notamment, à son identité. Et ce n'est pas de la simple, là encore, de science-fiction. Pour ceux qui sont juristes et qui s'intéressent un peu au droit, en 2003, effectivement, l'Association internationale du barreau, qui est un grand groupement professionnel dans le monde, a organisé une simulation de procès
dans lequel, effectivement, deux équipes s'affrontaient. L'une des équipes portait une demande d'injonction contre une société qui voulait éteindre une intelligence artificielle, et donc finalement la tuer. Et donc on avait dit, effectivement, on présentait devant un juge cette requête qui tendait à préserver cette intelligence artificielle, et donc à faire échec à la volonté de son propriétaire, en quelque sorte, qui était de la débrancher. Oui, lorsqu'on parle de justice, on parle de système judiciaire, on parle de procédure judiciaire. Vous savez, les complexités des procédures judiciaires. Souvent, j'en parle avec mes étudiants qui critiquent parfois la complexité des procédures. Mais les procédures sont faites avant tout pour protéger les justiciables. Faut-il revoir les procédures ou courons-nous le risque, par exemple, de voir des procédures judiciaires devenir si complexes que seules des intelligences artificielles dédiées pourront les comprendre ou pourront les décrypter? De même que les grandes infractions pénales, le vol, le crime, le viol, l'assassinat, le meurtre, comment cela s'appliquera-t-il à des intelligences artificielles, corporelles ou non corporelles, qui justement seraient confrontées à ces atteintes-là? Alors c'est vrai, je pense que certains peut-être d'entre vous sont un peu réticents à cette idée qu'on puisse assimiler l'intelligence artificielle à un agent pénal. Mais quand on regarde de plus près, l'exemple par exemple de la finance algorithmique, on sait quel était le rôle de ces intelligences artificielles, par exemple dans la grande crise financière de 2007. Est-il finalement si surprenant qu'on se pose la question de leur responsabilité, par exemple notamment pénale, alors même qu'en France, nous connaissons la responsabilité pénale des personnes morales qui très souvent ne peuvent rien faire seules sans l'intervention d'un être humain, et pourtant elles pourront être responsables pénalement en tant que personnes juridiques. Et au contraire, on refuserait l'idée même d'une responsabilité pénale à une intelligence artificielle qui accomplit seule, sans aucune intervention d'un quelconque être humain, des millions d'opérations sur le marché, et qui peut donc avoir finalement des effets beaucoup plus importants et créer finalement des préjudices beaucoup plus importants. Et ça, c'est du réel, c'est effectivement du contemporain. Oui, et puis pour continuer sur ces enjeux techniques ne sont pas simplement liés aussi au droit pénal. On est véritablement dans l'émergence possible des intelligences artificielles, toujours décorrélées de la notion même d'humanité, de la notion de conscience. On est ici dans la notion d'intelligence artificielle en termes de puissance de calcul. Ray Kurzweil a développé la notion de singularité dégagée par Vernor Vinge, un auteur américain de science-fiction, qui en 1993 a écrit Un feu sur la Bible, où il met en scène les intelligences artificielles, nous montre notamment que l'accélération de la puissance de calcul de ces ordinateurs et le glissement vers une capacité toujours plus heuristique de ces ordinateurs permet de se dire qu'aujourd'hui déjà les intelligences artificielles sont une réalité concrète. On a juste sauté un élément que je voulais reprendre rapidement, on va le réaborder, mais en un mot, la question est technique même du plan politique, parce qu'on a toujours tendance, d'ailleurs vous le voyez, Giulio l'a fait sans s'en rendre compte, les juristes privatistes ont toujours tendance à penser que la technicité est de leur côté, et que les politistes ou les historiens des idées politiques n'ont pas à faire face à des techniques ou à des éléments techniques importants. Et pourtant si on pense en termes de citoyenneté politique, quel serait le statut d'une intelligence artificielle non humaine mais citoyenne dans l'exercice de ses droits politiques? Peut-elle voter? Doit-elle voter personnellement ou peut-elle nommer des représentants? Et son vote, quel poids aura-t-il? C'est l'une des questions qu'on va aussi explorer dans cette conférence. Et si une intelligence artificielle pouvait voter des centaines de milliers de fois, quelle serait la conséquence? Faut-il, comme l'a fait Emmanuel Joseph Sieyès, repenser complètement le vote par tête? On verra aussi ça ensemble. Alors là, vous avez un petit extrait de Vernor Vinge, moi qui me plaît beaucoup, c'est un de mes romans fétiches, et qui pose justement ce problème peut-être de coexistence avec l'être humain. Et la puissance fut à bord avec quelques millisecondes de marge. Ces agents, à même l'équivalent humain pour ce matériel primitif, parcoururent à toute vitesse les systèmes automatiques du vaisseau, allument les programmes, faisant avorter les procédures. Il n'y allait plus y avoir de saut. Les caméras sur la passerelle montrèrent des yeux écarquillés, des bouches qui s'ouvraient pour hurler. Les humains savaient, dans la mesure où l'horreur peut vivre et se déployer durant une infime fraction de seconde, la frégate allait être détruite en une simple fraction de seconde. Ça veut dire que la temporalité sociale, la temporalité de l'action d'une IA n'est en rien comparable avec celle d'un être humain. Et dès lors, comment penser qu'une citoyenne, une IA citoyenne puisse accepter, ne serait-ce qu'accepter la lenteur avec laquelle les humains prennent des décisions, notamment politiques? En fait, donc, le terme de singularité appliqué à l'intelligence artificielle est
une analogie avec la singularité sur le plan astronomique. Lorsque, effectivement, on mesure des phénomènes au voisinage, par exemple, d'un trou noir, les masses sont tellement élevées que l'infime et l'infini, finalement, se confondent. Il n'y a plus vraiment de différence. Et c'est ce qu'on voit dans ce magnifique extrait de Vinci, en une simple fraction, à la fois l'infini et l'instant, une simple fraction de seconde. Et donc, préciser que Vinci a aussi cet intérêt supplémentaire d'avoir été à la fois un mathématicien et de s'être donc intéressé sur le plan scientifique, en tant qu'universitaire, à l'intelligence artificielle et à la singularité, et en tant qu'auteur, avec cette capacité évocatrice que nous avons. Du coup, on vous propose un plan, et là c'est vraiment au bout d'une demi-heure. Désolé, mais ça c'est des juristes, ils aiment bien parler avant le sujet, plus parfois qu'après le sujet, comme dans le sujet. Donc du coup, on vous propose un plan à la lumière de tous ces éléments. Donc je vous rappelle juste ce qu'on vous a donné, l'histoire d'abord de l'intelligence artificielle du point de vue scientifique et du point de vue science-fiction, l'histoire de la citoyenneté du point de vue juridique et du point de vue politique, mais aussi les droits fondamentaux, ceux qui sont ceux d'un agent pénal par exemple. Et donc on a fait un plan, finalement, comme tous les juristes font, chronologico-thématique. Vas-y. Alors, ce qui est, en fait, lorsque nous avons abordé cette recherche comme un vrai travail scientifique, il faut le comprendre, donc c'est vrai que nous ne savions pas tellement où nous allions nous diriger. Nous avions envie de travailler sur ce thème-là, et puis assez rapidement, en appliquant nos méthodes, nos outils scientifiques, nous sommes aperçus que la réflexion pouvait emprunter deux voies. Une première, où en fait on pouvait se dire, eh bien nous allons appliquer aux intelligences artificielles la notion de citoyenneté dans une acception que l'on a déjà connue du point de vue historique. Et c'est donc ce crépuscule de la citoyenneté classique. Mais pourquoi crépuscule? Parce qu'on s'aperçoit que en réalité, les développements de l'intelligence artificielle sont déjà en train de nous conduire peut-être vers autre chose, en train d'ouvrir d'autres perspectives, c'est-à-dire l'aube des citoyennetés nouvelles. Deuxième partie où donc on fera cette expérience de pensée qui est commune aux juristes et aux auteurs de science-fiction et aux scientifiques, c'est-à-dire qu'on partira vraiment à la rencontre de nouvelles catégories, de nouvelles manières de penser la citoyenneté qui n'ont rien de commun avec la manière dont jusqu'ici nous l'avons pensé. Pour l'historien du droit que je suis et le passionné de science-fiction, c'est extrêmement jouissif parce que ça montre que c'est l'histoire qui permet de penser le futur. Et comme disait Robert Heinlein, cher au cœur de certaines personnes ici présentes, c'est the past through tomorrow, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Alors pour ça, de toute façon, il faut suivre deux logiques. Tout à fait. Deux logiques possibles. La première logique est celle d'une logique politique et civique. La deuxième, celle de se placer plutôt sur le terrain véritablement juridique et situationnel. Donc si on commence par la logique politique et civique, un premier exemple évident, nous avons réussi quand même, tu as dit que nous avons beaucoup parlé avant d'arriver au grand thème, nous avons réussi à ne pas le citer jusqu'à présent, c'est Asimov. Alors Isaac Asimov, évidemment je fais l'affront à personne de vous présenter Isaac Asimov, l'auteur des 3 lois de la robotique qui en fait ont été plutôt écrites par John Campbell, son éditeur, mais peu importe. Isaac Asimov est connu pour ses nouvelles sur les robots qui sont souvent assimilées à de petites bombes logiques, c'est-à-dire qu'il retombe toujours sur ses pieds et que, comme c'était d'ailleurs un grand amateur du récit politique ou du polar, il est souvent dans l'idée que la logique va toujours triompher et que le robot va toujours avoir un comportement logique. Alors vous connaissez les 3 lois de la robotique, un robot ne peut blesser un être humain ni par son inaction permettre qu'un humain soit blessé, bien sûr. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger sa propre existence car il est un bien aussi longtemps qu'une telle protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Alors vous pourriez être tenté de dire et de considérer au fond que ici, ma foi, on n'est pas dans le sujet. On pourrait tenter, et je l'ai fait d'ailleurs dans un autre article beaucoup moins intéressant que notre conférence, j'ai été tenté de dire les esclaves, j'étais tout seul, les esclaves sont, des robots sont des esclaves modernes. Et donc le robot est un esclave qui ne fait qu'obéir, qui est possédé comme un bien, etc. Mais en réalité, le robot est un acteur social. Et le robot, dans Isaac Asimov, joue d'abord un rôle industriel, certes, mais avec l'évolution de ces nouvelles, à partir de 1974 à peu près, avec la fameuse nouvelle « Pour que tu t'y intéresses », le robot devient petit à petit un véritable acteur social jusqu'à la fin du cycle de fondation que vous connaissez bien, où il devient le maître des destins, le maître du destin de l'humanité. Du coup, le robot est une forme de citoyen.
Le robot a une forme de citoyenneté et il répond aux exigences de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté de devoir, c'est-à-dire au fond une citoyenneté antique, au sens antique du terme, c'est-à-dire tout comme le citoyen athénien, tout comme le citoyen à Sparte, tout comme le citoyen même à l'époque des premiers temps de la République romaine, il a le devoir d'agir dans la cité. Et on pourrait très bien donc considérer, dans une approche spéculative, que les robots d'Isaac Asimov sont donc finalement la transcription de la citoyenneté de devoir, de la citoyenneté antique, dans le champ science-fictif. Alors c'est d'autant plus intéressant pour nous juristes de parler des lois de la robotique. Alors c'est vrai qu'il y a le mot loi. Mais si on va plus loin, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que les lois de la robotique sont vraiment des lois au sens juridique, des normes juridiques? Alors pour les juristes, il faut savoir que l'un des plus grands juristes modernes est un Autrichien qui s'appelle Hans Kelsen. Et chez Hans Kelsen, qui a été l'auteur de ce qu'on appelle la théorie pure du droit, donc l'un de ceux qui ont le mieux su définir ce qu'est véritablement le droit, eh bien, il n'y a de normes juridiques que s'il y a une possibilité de ne pas respecter cette norme juridique. Et c'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, les trois lois de la robotique et la réflexion générale de Asimov, qui parfois prend un grand plaisir, en plus, à voir comment ces lois peuvent s'articuler, notamment dans ses romans, qui sont en fait des romans policiers, en réalité, eh bien, on peut se poser la question, s'agit-il véritablement de normes juridiques? Donc c'est vrai que ces lois interrogent, comme tu le disais parfaitement, c'est plutôt rassuré, nous avons bien fait d'en parler dans la conférence, nous interrogent d'autant plus, parce que c'est vrai, elles posent aussi le problème de savoir qu'est-ce qu'une norme sociale, finalement. Est-ce que peut-il y avoir véritablement norme dès lors que les robots ne peuvent pas ne pas respecter les lois de la robotique, puisque, je pense que vous avez tous lu Asimov, et qu'est-ce qui se passe chez Asimov lorsqu'on ne respecte pas les lois de la robotique? La sanction est la plus dure qui existe, c'est le choc positronique qui va anéantir tout simplement l'identité du robot en lui faisant perdre finalement son essence. Oui, mais on peut aussi voir le choc positronique comme une sorte d'exposition hors de la cité. Le citoyen antique doit respecter les lois de la cité, il doit y contribuer. La différence près, c'est que les robots ne conçoivent pas eux-mêmes les lois de la robotique, quoique. Alors, on a parlé de citoyenneté de devoir. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire finalement de cette simple distinction entre donc des personnes humaines qui bénéficieraient d'une citoyenneté de liberté et les robots, les intelligences artificielles en réalité, qui seraient limitées à une citoyenneté de nécessité? Là encore, c'est Asimov, dans cette nouvelle dont tu parlais, qui nous montre qu'il y a des limites quand même à cette vision. Oui, car finalement, si le robot est une intelligence artificielle, il peut justement, donc, comme je le disais, être tenté d'interroger la loi, de discuter la loi, ou d'admettre finalement, quelque part, l'odeur aussi, au moins en concurrence avec ce qu'on appelle de façon générale en Antiquité, dans le mot qui n'existe pas, d'ailleurs les politistes d'aujourd'hui disent toujours, mais je ne l'ai jamais rencontré, ce fameux législateur dont parlait Rousseau. Alors ici, donc, pour que tu t'y intéresses, l'un des robots positroniques les plus intéressants d'Isaac Asimov, dans une nouvelle très peu connue, et je l'ai généralement malheureusement oublié, interroge véritablement son statut. Les circuits de mon cerveau ressentent un besoin pressant de ne pas tenir compte de l'aspect extérieur dans le jugement d'un être humain. Et ce besoin est plus fort que la distinction entre le métal et la chair. Grâce aux critères de jugement que nous possédons, nous considérons comme des êtres humains, nous nous considérons comme des êtres humains dans toute l'acception des trois lois, et qui plus est, des êtres humains supérieurs aux autres. En ce tout petit extrait d'Isaac Asimov, vous avez au fond l'histoire de l'émancipation, l'histoire de la reconsidération du statut d'être humain. Ce que dit ce robot, alors le contexte est très intéressant dans cette nouvelle d'Isaac Asimov en 1974, les robots deviennent des acteurs sociaux sur Terre, alors qu'au départ ils ont été conçus pour les colonies lointaines, pour les travaux de force. Et puis, tout comme dans l'histoire finalement de Rome et de l'Antiquité, le rôle social du robot devient un rôle qui nécessite beaucoup plus d'interaction avec l'être humain. Et dès lors qu'un robot a besoin d'interagir très régulièrement avec l'être humain, ce qui est le cas de nos intelligences artificielles, il doit avoir la faculté de jugement. Et ce que dit ce robot d'Isaac Asimov, c'est que s'il a la faculté de jugement, alors pourquoi ne pas considérer que cette faculté de jugement n'a pas de solution de continuité entre un être artificiel et un être naturel? Si l'important pour définir le citoyen est sa capacité à juger, et donc, vous le comprenez bien derrière, à voter, il faut alors dès lors renoncer à la distinction entre le métal et la chair.
Il faut donc dépasser finalement cette citoyenneté de devoir que nous venons d'aborder pour le moment pour se diriger vers une autre possibilité. C'est-à-dire le fait de redécouvrir, d'appliquer quelque chose qui existe déjà aux intelligences artificielles, de leur appliquer une citoyenneté sous contrôle. Citoyenneté sous contrôle dont les prémices en fait peuvent être retrouvées dans l'histoire contemporaine. Deep Blue. Certains sont trop jeunes, d'autres ont connu cette époque, années 90, 1994 de mémoire. Effectivement, un supercalculateur produit par IBM est la première intelligence artificielle capable d'apprendre ses propres erreurs et capable de battre au jeu d'échecs le grand champion Garry Kasparov, qui va effectivement énormément bouleverser, je dirais, la presse, les médias à l'époque. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, un produit de la technique est capable de dépasser l'être humain dans ce que l'on considère un art. Et c'est vrai qu'à cette époque, moi je m'en rappelle, beaucoup commencent à écrire « c'est la fin des tournois d'échecs, c'est la fin des jeux d'échecs ». Pourquoi ? Parce que désormais, le plus grand champion qui existe n'est plus un être humain, c'est une machine, c'est une intelligence artificielle. Pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui va se passer au contraire, c'est que les tournois d'échecs vont continuer. Et comment ? Simplement, les êtres humains, dans leur art, vont se faire assister, vont s'entraîner avec des intelligences artificielles. Et oui, c'est là une des bonnes réponses des enjeux juridiques et techniques, c'est que l'être humain, en tant que tel, peut aussi trouver bénéfices et avantages à travailler en corps ou à corps, en quelque sorte, esprit à esprit, avec une intelligence artificielle. Une autre solution est posée par la science-fiction. David Gerrold, Harley avait un an, qui est un roman magnifique, explorant justement l'évolution, alors plutôt du côté de la conscience aussi, de la capacité à la réflexion d'une intelligence artificielle nommée Harley. Harley également nous permet de réfléchir à une autre manière d'envisager les choses. Si finalement on va donner des droits de citoyenneté ou des droits humains finalement, puisque c'est ce que nous explorons aujourd'hui aussi, à une intelligence artificielle, pourquoi finalement ne pas se prémunir en tant qu'être humain en la mettant sous tutelle, en faisant de cette intelligence artificielle un enfant, l'enfant des hommes certes, mais qui comme tout enfant a besoin finalement de respecter ou d'apprendre, de faire l'apprentissage d'une société, d'un système politique, d'un système juridique. Dès lors, l'IA intelligente constituée pourrait être considérée comme un enfant et être placée dans un statut de mineur sur le plan juridique du terme. Par exemple, un mineur n'a pas le droit de vote. Par exemple, un mineur doit respecter l'autorité de ses parents. Un mineur, en revanche, a des droits fondamentaux. Et on sait aujourd'hui à quel point les droits des enfants sont essentiels. On ne porte pas atteinte à un enfant, donc on ne porte pas atteinte à une intelligence artificielle dans son intégrité physique, morale, psychologique. Donc le statut, qui pourrait être celui des intelligences artificielles, pourrait être dans une espèce d'étape intermédiaire peut-être, de leur reconnaître un statut de mineur. Alors ici, pour le coup, nous aurons les outils. Nous aurons les outils, comme le dit Hugo, ce sont les outils finalement de ce que nous appelons, nous, le droit des personnes vulnérables. Mais avec quand même un renversement copernicien dans la réflexion. Pourquoi ? Parce que dans le droit des personnes vulnérables, que ce soit les enfants ou même les majeurs, dits incapables, qui protège-t-on ? On protège ces personnes-là. Alors qu'ici, les techniques telles que la tutelle dont tu parles seraient en réalité des moyens de protection de qui ? Protection des êtres humains contre finalement des machines qui n'ont pas une durée de vie limitée finalement, et ont une capacité qui est sans limite. Donc c'est vrai qu'il y aurait quand même un renversement. Mais là encore, on peut imaginer un exemple qui nous est fourni toujours par Isaac Asimov, d'aller encore plus loin. Alors vous connaissez probablement la nouvelle L'homme bicentenaire qui a été repris après dans un roman, puisque effectivement, et puis le film, on vous a mis l'affiche du film. L'histoire est intéressante, pourquoi ? Parce que dans cette histoire, Asimov s'attache à un robot qui s'appelle Endo et qui est doté d'une capacité artistique exceptionnelle. Il va commencer à produire des œuvres d'art qui, de plus en plus, vont commencer à être recherchées. Donc des collectionneurs vont commencer à s'arracher finalement ces productions. Et que va-t-il se passer ? On est tout à fait dans l'exemple que nous donnions de ce droit des personnes vulnérables. À un moment donné, effectivement, son propriétaire
va ouvrir un compte bancaire pour Andrew, pour que Andrew puisse finalement avoir un patrimoine et collecter les produits, les résultats de son travail. Mais Andrew ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir plus. Alors oui, c'est intéressant, c'est que c'est par l'économie et par l'argent que va se faire l'émancipation. Et par le travail. Et par le travail, oui, par le travail et par l'émancipation, par l'argent et le travail. Ce qui nous renvoie à beaucoup de représentations à la fois philosophiques, comme chez John Locke par exemple, à la fin du XVIIe siècle, avec la notion de travail qui ajoute une valeur à la nature, donc qui fonde la propriété, mais aussi par rapport au Moyen-Âge, qu'on a déjà évoqué, avec le servage par exemple. Et c'est là où on sort véritablement de la dimension de l'esclave et du serf, qui est un acteur social uniquement contraint. Rappelez-vous, les serfs au Moyen-Âge, peut-être vous vous en souvenez, n'avaient ni patrimoine, ni liberté matrimoniale. Ils avaient ce qu'on appelait la main morte. La main morte, c'est l'incapacité de posséder quoi que ce soit et de transmettre quoi que ce soit à leur enfant, à leur famille. Ils pouvaient avoir une famille, mais ne disposer d'aucun droit matrimonial. Le seigneur devait accepter le mariage du serf et évaluer économiquement la portée de ce mariage et les enfants qui éventuellement en naîtraient. Avec l'homme bicentenaire, on voit que l'art, le travail, la technique, la capacité à créer quelque chose peut fonder la liberté. Cette liberté étant entendue au sens le plus large possible, une liberté individuelle d'abord, une liberté civile ensuite. Mais alors, Andrew voulait être libre. On peut imaginer d'autres demandes. C'est-à-dire que là, on va, vous voyez, on s'éloigne de plus en plus de cette idée de citoyenneté de devoir, on est bien d'une citoyenneté de sous-contrôle, où en fait on s'intéresse beaucoup plus aux droits qui doivent être reconnus à l'intelligence artificielle. Et on se dirige finalement vers quoi? Vers la problématique de la formulation de droits pour les machines pensantes. Et un exemple bien connu est le film Intelligence artificielle, tiré de la nouvelle de Brian Driss, Super Toys Last All Summer Long, où effectivement l'intelligence artificielle de ce film, comme vous le savez, qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame finalement la possibilité d'avoir une vie familiale. On retrouve ici l'un des droits fondamentaux, le droit à la vie familiale, qui était dicté notamment dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on atteint la fin d'une logique. Et la conférence pourrait s'arrêter là, mais c'est dommage, parce que ce serait dommage, parce que c'est la partie la plus intéressante qui va commencer. La seule réponse que les juristes ont réussi à donner finalement à l'existence hypothétique d'intelligence artificielle, pas nécessairement consciente, c'est de les intégrer dans notre système de représentation, de valeurs, de droits fondamentaux. Et au final, on en fait d'abord des serviteurs, puis des enfants, puis des membres de la famille. Et l'idée, finalement, on pourrait s'arrêter là, c'est de dire, mais le droit ne propose rien d'autre, au fond, que d'intégrer l'intelligence artificielle à la famille juridique humaine. Ce qui est une bonne manière de nous protéger. Finalement, le système familial est très bien établi, on a tout un corps de règles, tout un corps de textes, tout un corps de lois, on a la liberté, la protection de l'enfant, l'intégrité physique, mémorielle, identitaire, psychologique de l'intelligence artificielle est garantie. Et notre liberté à nous, en tant qu'être humain, dans une famille composite, dans une famille hybride, pourrait aussi être protégée. Mais évidemment, vous le savez tous, cette solution-là est fondamentalement et profondément insatisfaisante. Qu'est-ce qui justifierait qu'une intelligence artificielle, douée d'ubiquité, capable de résoudre et de répondre à des questions à des millièmes de fractions de nanosecondes, j'exagère un peu, pardon Eric, quelques nanosecondes, qu'est-ce qui justifierait qu'elle respecte nos droits, la temporalité de nos droits, nos procédures, nos tribunaux? L'arsenal juridique existant, en termes de citoyenneté, il est au crépuscule de son existence. Et c'est pour ça que nous devons aller vers des citoyennetés nouvelles. Mais le rôle du droit, très souvent, est de savoir aussi penser l'impossible. Et effectivement, penser de nouvelles formes de citoyenneté, où là encore, deux possibilités sont envisageables. Effectivement, la première est d'imaginer, comme on le fait très souvent en science-fiction, que la citoyenneté reconnue aux êtres humains soit inéluctablement différente de celle reconnue aux intelligences artificielles. Finalement, d'imaginer une société où ces deux citoyennetés
seraient exclusives l'une de l'autre. Il ne pourrait pas y avoir à la fois une citoyenneté reconnue aux êtres humains dans les mêmes formes qu'aux intelligences artificielles. Et la deuxième, au contraire, peut-être la plus intéressante, la plus enthousiasmante, c'est d'imaginer qu'au contraire, ces différences puissent être combinées ensemble pour imaginer des citoyennetés justement combinées. Oui, alors la science-fiction nous a souvent parlé de la singularité et des conséquences de la singularité, c'est-à-dire que soit nous allons tous crever, massacrer en moins de temps qu'il n'en faut à votre pensée pour vous permettre de prendre conscience que vous souffrez. Vous savez par exemple que le canal lacrymal est assez long, ce qui fait que quand on pèle un oignon, le temps que le gaz qui vous fait pleurer l'œil arrive, vous ne pleurez pas tout de suite, il faut un certain temps. Pendant ce temps-là, il y a le massacre. Vous n'avez même pas le temps de pleurer. Ça, c'est un thème de la science-fiction très souvent entendu. C'est un renversement très simpliste en fait, et très simple. Je ne dis pas que la science-fiction échoue parfois à aller plus loin, mais c'est un renversement qu'on a lu énormément de fois. Les IA arrivent, et en quelques fractions de secondes, il n'y a plus d'humanité. Soit il n'y a plus d'humanité physiquement, soit il n'y a plus d'humanité juridiquement. On a un simple renversement, les IA deviennent citoyennes de leur univers, et l'humanité devient serve, esclave, asservie, ou, comme dans Matrix par exemple, simple source d'énergie. C'est vrai que très souvent, malheureusement, la science-fiction ne nous présente pas nécessairement de lendemain très heureux, avec l'avènement d'intelligence artificielle de plus en plus puissante. Tu le disais, dans Matrix, l'IA est une IA qui exploite en fait l'humanité comme une ressource énergétique. On peut évoquer aussi effectivement la célèbre saga Terminator, qui va connaître un nouveau volet cette année, dans laquelle effectivement l'IA présentée est une IA machiavélique. Confrontée à la possibilité que les êtres humains veuillent refuser son identité, Skynet, ce célèbre ordinateur développé par la défense américaine, décide en une fraction de seconde d'annihiler complètement l'humanité. Mais le plus terrible, c'est peut-être quand même Harlan Ellison, avec le célèbre roman, pardonnez-moi, I Have No Man Scream, où finalement, dans un monde où l'humanité a été réduite à 5 personnes, il ne reste plus que 5 êtres humains, l'intelligence artificielle s'organise pour que, de manière infinie, elle puisse torturer ces 5 derniers êtres humains. C'est son seul passe-temps, finalement. Oui, alors les IA sadiques, les IA machiavéliques, les IA trop humaines, finalement, car qui nous dit qu'une IA, pourquoi, quel raisonnement logique pourrait la pousser à être sadique ou machiavélique, sinon la volonté de perdre son énergie qu'elle a en trop peut-être, peut aussi être une IA bienveillante. Et la science-fiction a aussi son lot d'IA bienveillantes et protectrices. Si on prend Asimov, dont on parlait tout à l'heure, les robots de Terre et Fondation, le fameux R d'Anaïl Olivo, est un protecteur de l'humanité, et c'est au nom du bien-être de l'humanité que finalement il prend les rênes de cette humanité. Et puis, bien sûr, aussi bien en termes de séries télé qu'en termes de littérature, vous avez des tas d'exemples qui sont finalement pas si peu nombreux que ce qu'on pourrait imaginer. Ian Banks, dans son cycle de la culture, imagine une société, on qualifie souvent d'hédoniste, mais c'est assez simpliste de le dire comme ça, une société qui fonctionne, une société qui est une utopie assistée par ordinateur, une utopie réalisée grâce aux intelligences artificielles. Un monde dans lequel les êtres humains bénéficient de toute la liberté, de cette fameuse liberté de Benjamin Constant. La liberté de ne pas participer à la vie politique, la liberté de jouir de la vie, de développer ses talents artistiques, de jouir de chaque moment de l'existence, car les intelligences artificielles s'occupent de tout et le font avec bienveillance. Cette utopie assistée par ordinateur n'est pas du tout une vision qui, en soi, est moins crédible que celle de l'IA machiavélique ou cynique. Alors ici, finalement, on aurait une citoyenneté réservée à la superstructure sociale, c'est-à-dire les intelligences artificielles, comme le dit Hugo, dans l'œuvre de Banks, les intelligences artificielles et leur avènement sur la scène politique marquent les fins de l'histoire politique humaine, puisque les êtres humains, alors sont quand même aussi des citoyens, mais ne vivent pas, n'interagissent pas véritablement avec les intelligences artificielles. Ils sont des citoyens, ils ont pour cela un certain nombre de droits,
notamment la possibilité de participer à un commerce juridique, d'avoir des contrats entre eux, d'accord? Mais effectivement, nous sommes bien en présence finalement d'une situation de citoyenneté exclusive. La citoyenneté des intelligences artificielles comporte des droits et des obligations qui sont totalement exclusifs, qui sont totalement différents, irréductiblement différents de ceux des personnes humaines qui, elles, finalement, consacrent leur existence à la spiritualité et une forme d'hédonisme. Oui, alors attention à ne pas voir les choses de manière trop simpliste. Le cycle de la culture de Banks est extrêmement riche. Les humains ont des droits et ont même des formes juridiques, dépassent des actes juridiques. Mais c'est vrai que ce sont ces IA qui contrôlent. Alors, on pourrait un petit peu voir ça comme une forme, finalement, de nouveau contrat social. Et on pourrait envisager, finalement, que l'utopie assistée par ordinateur de Banks, avec le consentement de l'humanité elle-même, consciente de ce besoin qu'elle a de l'intelligence artificielle, pourrait être une nouvelle forme de contrat social, mais peut-être un petit peu plus en contrat du côté de Thomas Hobbes, plutôt que du côté de Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire non pas des citoyens qui s'offrent la citoyenneté les uns aux autres en abandonnant leur liberté naturelle mutuellement et simultanément, mais bien un groupe de citoyens humains qui aliènent leur liberté en faveur d'un tiers et qui s'entendent entre eux pour donner à un tiers, que Hobbes appelait Léviathan, le droit de les protéger, d'assurer leur sécurité, d'assurer leur développement, de les contrôler. Au fond, on pourrait être aussi dans cette réinterprétation du contrat social qui, bien sûr, elle non plus n'est pas satisfaisante complètement. Tout ceci nous conduit à penser d'autres formes de citoyenneté et des formes où, en fait, être humain et intelligence artificielle vivent ensemble, interagissent ensemble. C'est donc l'aube des citoyennetés combinées. Alors, comme vous le voyez à l'écran, vous avez l'image de cette brochure Urban Machines. En fait, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est une société européenne qui se propose de développer des intelligences artificielles chargées finalement de vivre avec les êtres humains, notamment de s'occuper des enfants, des personnes âgées, et qui voit dans ce développement-là, effectivement, la base d'un futur contrat social pour l'Europe, pour les Européens. Donc là, nous ne sommes pas du tout dans la science-fiction. Après, nous avons aussi, effectivement, nous proposons cette image qui est extraite de la célèbre série suédoise Real Humans, ce qui nous montre bien que, effectivement, il est possible d'imaginer qu'être humain et intelligence artificielle vivent ensemble. Certains même l'imaginent déjà, et ils travaillent déjà, puisque le projet Urban Machine est un projet qui a déjà commencé à lever des fonds, qui travaillent déjà. Mais il y a effectivement des défis, indéniablement des défis pour le droit finalement à le. Et on revient, je fais la partie sur ce qu'on disait tout à l'heure en introduction sur Roland Sédagner et Robert Heinlein, les deux IA qui ont été présentés dans Révolte sur la Lune et puis dans le cycle des futurs mystères de Paris pourraient correspondre à ce nouveau contrat social, c'est-à-dire finalement être des IA bienveillantes, mais dotées du sens de l'humour et dotées du sens de l'amour suffisant pour ne pas vouloir nécessairement choisir d'être dominé ou de dominer, mais simplement vouloir interagir en tant qu'acteur social, en tant que citoyen, en tant presque qu'être humain, avec les autres êtres humains. Et cette combinaison est envisageable. Après tout, nous sommes tous différents. Nous avons tous des cultures plus ou moins différentes, parfois qui se combinent. Certains éléments de ton parcours culturel sont combinés avec les miens, mais d'autres pas du tout. Et nous n'avons pas l'obligation, à aucun moment donné, à part d'être citoyen d'un État dans lequel nous vivons, d'être identiques et d'avoir tous exactement les mêmes valeurs, d'avoir tous exactement la même subjectivité. Et donc, la subjectivité d'une intelligence artificielle peut tout à fait trouver à s'exprimer en se combinant avec celle d'un être humain, sans qu'il soit absolument nécessaire de choisir une logique de préservation ou une logique d'éradication. Alors, du point de vue scientifique, c'est vrai que, premier défi, tu l'évoquais, on imagine par exemple une relation amoureuse, la possibilité d'un mariage entre une intelligence artificielle et un être humain. Mais on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, si on prend la littérature juridique, là où se trouve actuellement la recherche en droit, on pourrait revenir sur la question de la responsabilité pénale, qui était posée très récemment d'une façon frappante. L'an dernier, en fait, deux artistes qui participaient à une grande exposition à Zurich ont programmé une intelligence artificielle en lui donnant, en fait, une certaine somme de bitcoins
que cette intelligence artificielle pouvait placer pour faire des achats sur le deep web. Vous savez, c'est donc cette partie du web qui échappe aux moteurs de recherche grand public, dans lequel se déroulent notamment des opérations qui sont souvent illégales. Qu'a fait cette intelligence artificielle? Elle a acheté des faux papiers, elle a acheté de la drogue, elle s'est fait livrer. Et tous ces objets d'ailleurs qui étaient achetés par l'intelligence artificielle étaient exposés chaque jour de l'exposition donc dans la galerie où se déroulait l'exposition. Et très vite, on s'est posé la question, qui est responsable de ces comportements qui sont des comportements pénalement répréhensibles? Que disaient les artistes? Les artistes disaient, eh bien, tout ce que nous ayons fait, c'est de programmer l'intelligence artificielle, mais en lui laissant la liberté de procéder aux opérations qu'elle voulait effectuer. La chose que nous lui avons donnée, c'est effectivement cette somme, chaque jour. Mais il relevait une chose, c'est qu'il ne participait pas aux opérations elles-mêmes, et il ne tirait aucun profit de ces opérations. Sans aller dans le droit pénal, vous avez peut-être participé à des ventes aux enchères. Vous savez que de plus en plus, il y a des ventes aux enchères qui sont effectuées par des intelligences artificielles, pour lesquelles on programme le type de bien que l'on voudrait trouver, et c'est l'intelligence artificielle qui après effectue les recherches et valide la transaction. Pour le moment, jamais personne n'est venu contester la validité d'une telle opération, pour le temps dans laquelle l'être humain n'intervenait plus. On peut même aller plus loin, et là, Rousseau va prendre sa revanche. C'est aussi l'un des thèmes de la littérature, notamment américaine, en droit. Tu as parlé de la combinaison de l'être humain de la machine. De plus en plus, on commence à imaginer, par exemple, des prothèses intelligentes. Et donc, finalement, on commence à imaginer la possibilité de pouvoir unir l'être humain à des intelligences artificielles. Imaginons que ces prothèses n'aient pas simplement la capacité d'organiser des mouvements, mais qu'elles soient dotées d'une véritable intelligence artificielle, d'une véritable conscience, une véritable union finalement de l'être humain et de la machine. Et oui. Alors là, le rêve de Rousseau, bien sûr. Et puis d'abord, l'être humain qui est à la fois gouvernant et gouverné chez Rousseau, qui gouverne et qui est gouverné dans un être humain cyborg, un organisme avec des prothèses intelligentes. Est-ce le cerveau de l'être humain lui-même, ou est-ce finalement, comme l'a montré Greg Egan aussi, la machine qui peut prendre le contrôle? Et dès lors, est-ce que la question est encore pertinente? Si on regarde un être humain, finalement on dit traditionnellement il est propriétaire de son corps. Mais qu'est-ce qu'un corps sans la conscience? Qu'est-ce qu'un corps, si ce n'est un cadavre, sans le vivant? Il n'y a pas de dissociation entre le corps et la conscience. Et pourquoi y aurait-il dissociation dès lors qu'une partie du corps, intelligence dédiée, soit une partie artificielle? Dès lors, la question de la quantité de prothèses ne se pose même plus. Un être humain, c'est un être humain. Qu'il soit partiellement organique ou complètement synthétique, il est titulaire de ses droits fondamentaux. Et même si une partie de sa mémoire n'est qu'un implant mémoriel, quand bien même la moitié de son cerveau serait artificielle, pourquoi lui dénigreriez-vous le droit d'avoir des droits fondamentaux, et notamment des droits du citoyen? C'est une question qui, vous voyez, repose les catégories juridiques fondamentales du droit privé, la famille, la propriété, le droit des biens, le droit des personnes. Et au fond, c'est dans cette combinaison que s'inscrit l'intelligence artificielle. J'ajoute un élément encore juste avec la diapo d'avant, mais je vais te laisser parler de ça. Real Humans. Ce sont des machines, vous avez vu la série, ce sont des machines qui a priori affleurent à l'intelligence artificielle. Mais pour les intelligences artificielles, il faut qu'on cesse de penser les intelligences artificielles dans nos représentations mentales comme des machines. Les intelligences artificielles sont des processus de commandement, des processus de raisonnement, des processus de construction d'une identité. Et dès lors, ces processus peuvent s'embarquer dans 1, 10, 20, 30, 50 corps. Et ces Real Humans de la série peuvent très bien être de simples extensions, de simples prothèses synthétiques de l'identité même de l'intelligence artificielle. Il faudra donc là encore penser en termes de combinaison et non plus en termes de séparation. Alors, est-ce que la société est prête, effectivement, à imaginer un tel nouveau contrat social? Alors, il semblerait que non. Et c'est effectivement cette notion de la uncanny valley qui a été développée par Maury et qui montre effectivement quelles peuvent être les réactions
les réactions sociales, les réactions, je dirais, aussi sur le plan psychologique des êtres humains lorsqu'ils sont confrontés à des intelligences qui leur ressemblent de plus en plus. Donc on le voit, d'ailleurs, c'est drôle, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que plus l'apparence de l'intelligence artificielle est proche de l'être humain, et plus le rejet est fort. Ça prouve quoi? L'anthropomorphisme, la tendance innée de l'être humain à vouloir faire des séparations. Cette idée de dire l'autre, qui n'a pas la même couleur que moi, qui n'a pas le même poids que moi, qui n'a pas la même taille que moi, qui n'a pas le même Dieu que moi, ne mérite pas les mêmes droits que moi. Et lorsque l'intelligence artificielle ou le robot qui en est l'extension devient trop humain, les êtres humains se troublent. Mais cette vallée, vous le voyez, elle n'est qu'une vallée entre deux montagnes. Et il y a fort à parier que lorsque nous aurons remonté de l'autre côté, et que certaines intelligences artificielles paraîtront plus humaines que l'humain, la question ne pourra plus se poser. Elle n'aura plus aucune légitimité juridique. On parle bien ici de droit. Je ne parle pas de représentation au sens moral du terme, mais juridiquement, la question n'aura plus de raison d'être. Mais que va-t-il se passer? Et ici, nous allons prendre l'exemple très connu de Blade Runner. Dans Blade Runner, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne peut plus distinguer, lorsqu'il est impossible de distinguer les êtres humains, ou extrêmement difficile, le test Voigt-Kampff, de distinguer les êtres humains de ceux qui ne sont pas humains, puisque dans le monde de Blade Runner, effectivement, existent des êtres synthétiques, mais qui sont des intelligences artificielles. On sait que, par exemple, le cerveau des réplicants a été créé par le célèbre docteur Tyrell. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, tu l'as dit, c'est la fin du droit, mais pour ouvrir sur quoi? C'est la fin du droit peut-être pour ouvrir finalement sur l'état de nature, car si on se rappelle ce qui se passe dans Blade Runner, est-ce que les réplicants sont des citoyens? Est-ce que les réplicants ont droit à une justice? Non. Les réplicants, qui sont donc ces êtres synthétiques utilisés dans les colonies de l'espace, utilisés en tant que combattants, utilisés aussi en tant que compagnons de plaisir, eh bien, n'ont pas de droit. Et d'ailleurs, lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils ne sont pas soumis à une justice. Ils n'ont pas droit à la justice. Ils sont simplement, comme le dit le film, retirés de la manière la plus brutale qui soit. Oui, et ce retrait montre en fait l'échec du droit tel que nous le connaissons et l'échec du contrat social tel que nous avons prétendu le prolonger face à cette intelligence artificielle. Au fond, ce que nous dit Blade Runner, c'est que notre conception du contrat social est obsolète et que même si nous la tiraillons dans un sens ou dans un autre, si on est dans un monde où on accepte l'idée, l'expérience de pensée, l'hypothèse que les intelligences artificielles interagissent avec nous, nous devons renoncer à ce contrat social et dès lors, dans la logique simplement de la philosophie des Lumières, nous revenons à la notion d'état de nature. Or, tous les philosophes du XVIIIe siècle se sont interrogés sur cet état de nature. Même avant le XVIIIe siècle, on s'est interrogé avec les justes naturalistes comme Grotius, Pufendorf. Hobbes en parle, Locke en parle, Rousseau en parle, Montesquieu en parle. Qu'est-ce qu'un état de nature? La possibilité de tout recommencer. La possibilité non pas d'effacer ce qui a été fait, mais de repenser en profondeur nos catégories juridiques. Et c'est peut-être finalement ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire. Je pense que le mieux pour terminer, c'est de donner la parole à l'un des protagonistes de Blade Runner, donc à Roy. Sur l'écran. Il me semble. Attack ships on fire or ship of fire. I watched sea beams glitter in the darkness.
10,000 again. All moments will be lost in time, like tears in rain. Try to die. Qu'est-ce que l'on voit finalement dans Blade Runner? C'est vrai que les réplicants ont des souvenirs qui leur sont implantés. En fait, leur humanité dépend aussi finalement d'une fiction. On leur a inventé une histoire. Et c'est vrai qu'en cela, ils peuvent paraître très différents par rapport aux êtres humains. Mais au fond, que font aussi les êtres humains? Est-ce que nous, finalement, nous aussi, nous avons tendance à reformuler, à recomposer, à retracer notre parcours pour justement nous construire un futur, nous construire un parcours. Et c'est vrai que c'est peut-être pour cela que la solution vient être dans les paroles finalement de Roy Betty, puisque Roy à la fin nous montre qu'il aime toute vie. Finalement, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes partis d'une idée de la définition traditionnelle, classique de la citoyenneté, pour dire que la citoyenneté était avant tout un statut discriminatoire, que la citoyenneté permettait de faire des différences. Nous avons vu aussi, avec le concept de la Uncanny Valley de Maury, combien il était important pour l'être humain de rechercher parfois faire les différences. Et finalement, on arrive à quelle conclusion? Qu'est-ce qu'au fond la citoyenneté, après l'avoir mise au test de sa rencontre avec l'intelligence artificielle? Ce n'est peut-être pas un statut discriminatoire, bien au contraire. Bien au contraire, la citoyenneté est la capacité à penser les différences pour les dépasser. Merci. Merci à vous. Peut-être qu'on a le temps pour quelques questions. On a été beaucoup trop long, on s'excuse. C'est les juristes, c'est comme ça. On est là pour vos questions, si vous en avez, avec plaisir. D'accord. En fait, moi, c'est plus une remarque que j'aimerais faire, mais qui va sans doute appeler des réponses au départ. Sur le fait qu'on, depuis le départ, on parle d'intelligence artificielle. On parle donc d'artifice. Mais en quoi est-ce que c'est important cet aspect-là? Parce qu'après tout, c'est pas le fait d'être artificiel qui va caractériser cette intelligence. C'est le fait d'être plus rapide, d'être capable de réagir à des vitesses et de penser, de traiter des problèmes à des vitesses totalement différentes des nôtres. Mais ce n'est pas leur caractère artificiel. On pourrait imaginer une espèce tout à fait naturelle qui fonctionne sur ce principe-là. On peut envisager une forme de vie fondée sur la superconductivité qui irait à des vitesses nerveuses monstrueuses, qui serait une intelligence aussi capable qu'une artificielle et qui n'aurait rien d'artificiel. Donc finalement, le côté artificiel n'a pas d'importance dans cet exposé. Et pourtant, le terme reste là. Est-ce que quelque part, ça en dit long sur le fait que nous préjugeons déjà, nous cherchons déjà à différencier et à mettre à part cette forme d'intelligence? Monsieur, je peux rebondir aussi. Alors moi je suis fan. Oui, j'avais été. Je vais faire une réponse très simple. Le sujet c'était intelligence artificielle et citoyenneté. Et le but était d'examiner ce qu'on évoque lorsqu'on parle d'intelligence artificielle au regard du droit. Donc la question ne s'est même pas posée. On n'a pas imaginé d'interroger par exemple la rencontre avec une race stellaire extraordinairement avancée, etc. On s'est vraiment penché sur l'intelligence artificielle telle que nous la concevons, nous la définissons ou nous la représentons. Donc on a insisté sur ce modèle-là, pas sur le fait que ce modèle-là n'est peut-être pas en tant que tel un modèle qui n'est pas exportable à d'autres catégories. Je fais ma réponse vraiment, le sujet c'était ça, on a traité le sujet. Au départ c'était une conférence sur ça. Donc vous avez raison sur ce que vous dites, ça pourrait très bien se poser face à une rencontre par exemple galactique ou avec une intelligence beaucoup plus développée, ce que la science-fiction a souvent traité.
Mais nous, on a traité ce que le public, de juristes, dans l'institution, le grand public, se représente lorsqu'il dit intelligence artificielle. Juste un point, quand j'ai évoqué la possibilité d'intelligence naturelle de même capacité, c'était juste pour montrer que ces capacités n'étaient pas spécifiques. Bien sûr. Et c'était surtout la qualification initiale, presque j'allais dire la qualification des faits juridiques que je voulais mettre en lumière en disant, dès le départ, qualifier l'intelligence en question d'artificielle, c'est déjà l'accuser. Oui, tout à fait. Pas Dans la forme d'avoir la même nature que nous. Alors, abandonner. Déjà, c'est de l'aliéner. Tout à fait. Je dirais, il y avait quand même deux aspects pour rebondir. Il n'avait pas chez nous, en utilisant le qualificatif artificiel, un quelconque plaisir de finalement rabaisser, préjuger. C'est simplement une terminologie qui est bien acquise. L'intelligence artificielle est un domaine scientifique. Deuxième chose, c'est que nous voulions aussi, pour ne pas être pris pour de simples doux rêveurs passionnés de science-fiction, partir d'un vrai problème. Or, nous n'avons pas trop voulu insister sur ça parce que justement on voulait une conférence qui soit ouverte au public les plus différents, mais quel est l'un des domaines actuels où l'intelligence artificielle se développe le plus? C'est le droit. C'est le droit puisqu'on investit énormément sur ce qu'on appelle la modélisation des processus de décision juridique pour aboutir à la création. Alors, pour le moment, il y a déjà des applications commerciales, nous utilisons tous les jours. C'est tout ce qui est recherche en droit pour faciliter la tâche des juristes, notamment magistrats, mais surtout, ce sur vers quoi on tend. Il y a au CNRS en France, ce sont des recherches qui sont menées actuellement. On tend à reproduire les processus de décision juridique pour créer des juges qui soient des intelligences artificielles, avec cette idée qu'une intelligence artificielle serait un bien meilleur juge qu'un être humain, car totalement indépendant et totalement impartial. Donc pour nous, il n'y avait pas, encore une fois, une volonté de simplement donner déjà une première orientation du résultat que nous voulions explorer. Bien au contraire, on part d'un vrai problème qui se pose notamment pour les juristes, avec peut-être la possibilité que les juristes soient remplacés par des intelligences artificielles pour après y appliquer nos techniques qui sont les techniques de la recherche en droit. Mais c'est vrai que qualifier d'artificiel, c'est déjà biaiser le débat, tout à fait. Ne serait-ce que l'expression elle-même. Non, c'est pas. Pendant toute la conférence, en fait, vous avez bien précisé qu'on parle d'intelligence artificielle et pas forcément de conscience. La question des droits, est-ce qu'elle se pose quand il n'y a pas de conscience? Alors, c'est une réflexion qui est en cours. Dans la littérature, notamment américaine, certains auteurs ont commencé à travailler sur la notion de personnalité juridique. Et effectivement, si on regarde la convergence des études scientifiques en la matière, la plupart des auteurs s'accordent à dire qu'on ne peut reconnaître la personnalité juridique, finalement la citoyenneté, la capacité aussi de participer à la cité, que lorsqu'il y a conscience. Effectivement aussi. La conscience, ce n'est pas une catégorie juridique. Donc le droit ne la définit pas, en tant que telle. Après, la personnalité juridique est aussi une personnalité morale. Faut-il en déduire que les entreprises ont une conscience? Elles ont une capacité, la notion même de conscience, elles ont une capacité à prendre des décisions collectives, concernées, etc. Et puis, il y a des tas d'objets juridiques qui n'ont pas encore de conscience, ou auxquels on ne prête pas encore de conscience, et qui ont des statuts juridiques. Les biens. La moitié du droit porte sur les biens n'ont pas de conscience. Et puis... il y a des droits sur les biens. Il y a des droits sur les biens, mais les biens n'ont pas de droits. Les biens ont des droits. Les biens communs, par exemple, ce qu'on appelle le bien commun, est lié à un droit fondamental qui est justement la préservation de ce bien commun. Et plus près de nous, les animaux. Maintenant, vous savez que dans les affaires de divorce, on prend en considération aussi la situation de l'animal, là, par exemple. Vous ne pouvez pas. Dire que l'animal n'a pas de conscience. Bon, j'ai un meilleur. Mais l'animal, du point de vue juridique, est un bien qui a des droits. C'est considéré comme un bien, c'est pas une personne, l'animal, mais c'est un bien qui a des droits. Effectivement, en droit, par exemple, notamment en droit français, on ne doit pas soumettre un animal à des souffrances. L'animal n'est plus considéré comme un bien aujourd'hui. C'est pas une simple chose. Les dernières recherches sur l'animal sont en train d'éloigner l'animal complètement d'une catégorie de biens. Il n'y a pas de notion de conscience en droit, mais il y a une notion de sensibilité. Oui, tout à fait. Oui. Et quand on revient à la conscience, c'est le débat qui remonte au digeste de Justinien sur le statut de l'embryon. À partir de quand protège-t-on l'embryon?
est-ce qu'on ne réfléchit pas aussi à l'idée de l'émergence de la conscience, à partir de quel degré de complexité on accorde à l'embryon un certain nombre de droits, embryon, fœtus, etc. Quand le droit est face à une catégorie trop complexe ou trop interdisciplinaire, il contourne l'obstacle. Donc il va réglementer les conséquences et pas la chose elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour l'instant, la réponse reste ouverte au niveau juridique. Le jour où quelqu'un définit la conscience de façon irrévocable et est capable de vraiment la définir, alors on aura un droit vraiment de la conscience. Mais pour l'instant, on définit la folie. Pardon, on définit la folie. On définit la minorité ou la majorité. Mais pas la conscience elle-même. C'est surtout, je voudrais je suis pas juriste, mais je pensais voir beaucoup plus interroger la question de personne. Et je trouve que c'est quelque chose qui revenait en filigrane. Et bon, de façon générale, je trouve que la question revient à se demander si le droit humain peut envisager un droit non anthropomorphique. Et tout du long de la conférence aussi, évidemment, je basculais parce qu'on pourrait la transposer pareil pour les extraterrestres. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, là, est envisagée d'un point de vue de l'automate. Donc, qui dit automate pour moi dit outil, et après c'est la question de se poser la question de la responsabilité de l'outil. Un ascenseur qui va avoir un mauvais programme et qui va tuer des gens. L'ascenseur n'est pas responsable, ça va être, dans le cadre d'un outil, c'est soit l'utilisateur ou soit le concepteur. Pour interroger la responsabilité, je suis un néophyte complet en droit, il faut arriver à la notion de personne. Et je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à truc de consensus, donc je comprends mieux, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part tout ça, il y a des moments, pour moi on était dans le cadre, on considère une personne, on considère un outil, et ça renvoyait à quoi? On considère une conscience autonome capable d'improviser, etc., ou on considère un outil. L'outil peut être très très complexe, et l'intelligence artificielle, on n'a pas vraiment d'intelligence artificielle actuellement. On a des intelligences qui, par la complexité des processus ou l'apparence vis-à-vis de nous, peuvent passer le test de Turing dans le cadre précis fixe. Et je trouve que c'est dommage qu'on en reste toujours mais ça c'est dommage. Je bascule complètement dehors dans le cadre de la science-fiction. C'est qu'on sorte pas du cadre non intelligent, intelligence artificielle, et qu'on ne réfléchisse pas aux entre-deux, aux intelligences virtuelles, relatives. Gloria City, par exemple, elle est vraiment hors cadre par rapport même aux autres IA qui existent. Et le terme même d'IA, moi personnellement, je mets les IA, il y a les AIA, rien que par Gloria, parce que Gloria, il y a vraiment une personnalité. Et il y a une conscience. Oui, alors. Je suis désolé. Non. Alors, merci. Alors, très bonne remarque. Je reviens sur ce que tu as dit. D'abord, effectivement, on est parti de l'outil de l'automate. Ça, c'est vrai, finalement, on est parti d'un outil dont la complexité croît. Pas de manière linéaire, mais quelque chose qui est façonné par l'être humain. Et qui, à un moment donné, étant façonnée et étant utile socialement, on a dit, la question posée c'était dès lors qu'elle remplit une fonction sociale, accède à une forme d'intelligence autonome qu'on appelle artificielle. Donc ça c'était le point de départ. Donc c'est normal que tu aies repéré ça, puisque c'était ça la logique. La notion de personne et la notion de citoyen sont deux catégories bien différentes. C'est-à-dire que la notion de citoyenneté, c'est une notion de droit politique. Véritablement, qu'est-ce qu'un citoyen? Comment s'inscrit-il par rapport aux institutions? Comment, par exemple, quelle est sa place dans un système institutionnel? A-t-il le droit de vote? Est-il éligible? Est-il simplement électeur? Paye-t-il un sens? Accède-t-il au suffrage universel? Accède-t-il aux emplois publics ou pas? Donc on a orienté notre conférence sur une question plus collective. C'est-à-dire la place de l'intelligence artificielle dans une collectivité. Moins sur la notion de personne elle-même, puisque finalement la notion de personne elle-même au sens strict du terme
elle est rendue nécessaire, c'est-à-dire que si l'IA devient citoyenne, elle devient forcément aussi une personne. Puisque les droits du citoyen sont adossés à la capacité de jugement et donc à la capacité à les exercer aussi. Parce que lorsqu'on est mineur, par exemple, on n'en est pas moins citoyen dans le sens où on est sous tuteur, on est sous tutelle, d'accord ? Donc les droits du citoyen peuvent être très bien exercés par quelqu'un d'autre. Et on n'en est pas moins une personne. Donc on a quand même, c'est vrai qu'il a quand même raison, on a quand même posé les questions des droits fondamentaux de la personne, la famille, le mariage, la propriété, etc., mais sous l'angle de la citoyenneté, d'où cette difficulté justement de garder, justement, ce qu'on s'est forcé de faire, de garder la ligne, c'est la question de la citoyenneté que l'on pose. C'est pas une conférence sur est-ce qu'un jour, conscience ou pas, les IA seront-elles des personnes. Vas-y. Je vais juste ajouter un petit grain aussi. Je trouve qu'il y a deux conceptions d'intelligence vis-à-vis desquelles vous basculez de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a soit la définition de l'intelligence qui considère que, avec la complexification des raisonnements, au bout d'un moment, on a une complexification telle qu'on peut avoir ce qu'on appelle une intelligence. Ou alors, il y a l'autre façon de considérer pour moi, qui est que il va y avoir un moment, une action, un comportement. Ça peut être l'humour, ça peut être le jeu, ça peut être le mensonge, qui fait qu'on va passer d'un état à un autre, de l'état d'automate à l'état d'individu, ce que j'appelle la fin. Tout à fait. Je réponds, je te laisse. En fait, tu pointes exactement l'endroit qui est la partie, pas floue, mais la plus intéressante de la conférence pour moi, c'est l'espace qui reste entre la science-fiction et la réalité d'intelligence artificielle. C'est-à-dire la capacité à faire des choix, la capacité à faire des choix rationnels ou parfois des choix liés au hasard ou à la personnalité, l'humour, l'amour, etc. Mais justement, ça aujourd'hui, les intelligences d'aujourd'hui qu'on a, qui sont des intelligences plutôt dédiées, distribuées, elles font des choix très rationnels, elles sont autonomes dans la capacité de faire des choix, mais elles n'ont pas encore ce qu'on trouve en science-fiction. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se situer dans l'interstice, mais qui est quand même encore assez large, entre ces deux, parce que si un jour ces deux conceptions de l'intelligence artificielle, celle rêvée, mais quand même informée par le réel, comme l'est toujours la science-fiction, et celle réelle, et qui va à la rencontre de ce qui serait possible un jour, c'est là que le droit est utile. Parce qu'une fois que c'est défini, c'est trop tard, le droit n'est plus utile, juste s'il sert, il fait son point. Voilà. Dernière, et après j'arrête. Vous avez cité Bernard Winge. Je pensais, dans mon cas, moi je pensais que vous alliez parler justement, il y a une intelligence qui est très rigolote dans ce livre, c'est celle des chiens, qui est une intelligence collective, mais où chacune des parties a quand même une partie. Globalement, je trouve qu'on est resté dans une vision anthropomorphique qui est assez classique dès qu'on parle des IA ou des extraterrestres. Et l'un comme l'autre. Et je me posais la question au niveau du droit, par exemple, si on voit une IA collective, parce qu'il y a ça aussi, l'intelligence artificielle va de plus en plus vers des modèles non humains. Et dans la définition d'intelligence par rapport à Turing, on passe de plus en plus au fait que le critère principal, c'est la capacité de résoudre un problème, peut-être de façon non humaine. Ça va être aussi un basculement. Et si une IA qui est collective, s'il y a juste une partie de l'IA qui fait quelque chose de problématique, est-ce que la partie va être responsable ou est-ce qu'on... Alors ça, c'est une question que nous avons abordée dans la version écrite publiée de la conférence. Et en fait, dans le grand 2B, donc quand on est dans les citoyennetés combinées, justement, on dépasse complètement cette vision individualiste de l'intelligence artificielle pour s'attacher à évoquer quelle serait la place finalement. L'intelligence artificielle, on ne peut plus différencier l'individu du collectif, parce qu'ils sont tout le temps connectés ensemble, et parce qu'en fait il n'y a plus de limite en réalité, il n'y a plus de limite du moi et d'autrui, pour s'interroger sur quelles seraient les différences, par exemple dans l'administration, des choix politiques dans une société où interviendraient de telles intelligences. C'est très proche de ce qu'on peut avoir avec une entreprise où il y a des individus ont quand même une part autonome sur leur côté. Est-ce que l'entreprise peut être condamnée pour les actions d'un... Alors, ta remarque est encore une fois bonne concernant les chiens, justement, d'un feu sur l'abîme, qu'on aurait pu reciter sur la fin, parce qu'on l'a peut-être pas assez dit clairement. On est resté sur une tonalité un peu plus juridique, on va dire, on doit essayer de tenir cette tonalité-là,
toujours pour un public qui n'est pas forcément un public de science-fiction, là c'était le cas pour vous, mais c'est plutôt une conférence qui est aussi destinée à un public qui ne connaît pas forcément bien ce que c'est et ce que recèle toute la science-fiction en termes de capacité d'hypothèse, d'expérience de pensée, en termes de droit. C'était aussi comme ça qu'on l'a conçu. Mais tu as parfaitement raison, parce que pour moi, alors je le dis à titre personnel, pour le compte, mais l'issue de cette exploration juridique, c'est précisément les chiens de Vernor Vinge, c'est-à-dire la question de peut-on avoir un citoyen composite, qui ne soit pas juste un cyborg avec un corps, mais qui soit un, mais pour plusieurs. Et ce citoyen-là, quelle est sa responsabilité, quel est son droit de vote, quel est son... Voilà. Et c'est ça, c'est vraiment cette question à laquelle je voulais aller, c'est-à-dire inciter les juristes anthropomorphistes par nécessité, puisque le droit est bien fait pour l'être humain, à essayer à penser l'être humain et le citoyen d'une façon non individuelle. Et quand je disais que c'était la fin du contrat social, c'est que tous les philosophes du contrat social ont pensé le contrat social dans le rapport entre l'individu et le collectif. Et pour penser l'intelligence artificielle, il faut sortir de cette dualité. Donc la remarque des chiens, on pourrait d'ailleurs l'ajouter effectivement, mais comme les chiens n'étaient pas des intelligences artificielles dans le roman, et qu'on a voulu garder catégorie intelligence artificielle au sens où je l'ai dit tout à l'heure, après on risquait d'être mal compris par d'autres. Vous voyez ce que je veux dire, par vous, on est bien compris parce que vous c'est spécial. Mais c'est plus sur la partie intelligence que porte Marmar. Je trouve qu'il y aurait peut-être moyen de clarifier plus le oui, on a une conception très anthropomorphique d'une intelligence qui est souvent une, quoi. L'unité de l'intelligence par rapport à l'unité de l'individu, on a une intelligence, c'est vrai. D'autres questions? Mais le droit doit apporter des réponses dans les représentations qui existent aussi. Sinon, les gens n'accèdent pas même à la simple possibilité de... Mais la réponse, moi je retiens les chiens. Merci. D'abord, merci pour cette belle conférence. Non, c'est juste d'abord deux petites remarques et puis peut-être après une proposition de continuation de vos recherches. D'abord, il me semble qu'avant Kubrick, il y a Godard qui synthétise une voix dans l'alphabet, c'est 1965, donc je crois que c'est 2 ans avant Lumière de l'espace. Voilà, et donc Godard a choisi une voix très particulière, parce que c'est la voix d'un vieillard qui a un problème des cordes vocales, donc ça crée une ambiance extrêmement inquiétante, disons. Voilà, donc je pense qu'il faut juste peut-être mentionner Godard. Je voulais évoquer aussi un autre film dont on n'avait pas parlé, qui s'appelle Génération Proteus. Qui est très intéressant sur la question justement du rapport entre l'intelligence artificielle et les humains, puisque on a une sorte de projet mégalomaniaque de l'intelligence artificielle qui arrive à se transformer au point d'avoir justement la possibilité d'avoir une relation sexuelle avec l'humain pour créer justement une sorte de super individu. D'ailleurs, ça paraissera beau puisque au départ, ce bébé qui naît recouvert d'une sorte d'armure, un peu comme un guerrier grec, et qui petit à petit, qui pourrait être aussi considéré comme des écailles corporelles, et qui petit à petit se dépouille et révèle effectivement un être humain qui est en fait la réincarnation de la fille perdue, etc. Donc ça, c'est un aspect intéressant, mais alors plus globalement, il y a aussi un autre film intéressant qui est quelques années antérieures, je crois, autour de 2 superordinateurs, d'un américain et l'autre russe, et qui finissent par prendre le contrôle justement. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, il n'y a jamais de référence à la question du droit. C'est-à-dire que les humains ne se protègent pas contre les éventuelles prises de contrôle des ordinateurs. Donc c'est assez intéressant que le cinéma ne soit jamais vraiment posé frontalement la question du droit, alors dans les deux sens, c'est-à-dire le droit pour garantir les humains des excès éventuels des intelligences artificielles, c'est très bien montré dans Génération Proteus, c'est dans le film dont j'ai oublié le nom. Et d'autre part, bien sûr, du côté des intelligences artificielles que vous avez développé aujourd'hui, donc il y a une sorte de pendant possible du côté aussi des humains pour se protéger des intelligences artificielles. Voilà. Et la continuation, c'est que je suis impliqué dans un projet autour de droit et cinéma qui a lieu à La Rochelle depuis quelques années. Il y a un festival, au moment du festival de La Rochelle, un colloque. Jusqu'à présent, il y a eu le droit à la famille, le droit à différents types de choses. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose autour de droit à l'intelligence artificielle au cinéma. Alors, ce sera avec grand plaisir. Là, vous touchez du doigt, de toute façon, cette frustration que nous avons nous-mêmes éprouvée, parce qu'il faut comprendre que quand nous avons commencé à y travailler, après nous avons mis sur la table, nous avons fait un inventaire de toutes les idées, et de tous les exemples, aussi toutes les illustrations, nous avons dû en enlever énormément. Pourquoi? Parce qu'on est parti
après d'une règle qui est souvent enseignée aux juristes, c'est pas d'exemple qui n'apporte pas une idée qui ne soit commentée. On savait que compte tenu du temps qui était le nôtre, nous n'aurions pas la possibilité, allègrement dépassé d'ailleurs, nous n'aurons pas la possibilité de donner du sens. Et le sens à la fois des contenus et une direction aux illustrations que nous avions évoquées. Donc du coup, effectivement, nous en avons énormément enlevé. Vous en avez cité certaines, mais je peux vous dire qu'il y en a tant d'autres, effectivement. Après, on voulait, effectivement, ça restait quand même un trait de recherche. Et donc, il fallait rester dans le cadre d'une démonstration. Tout à fait. Voilà. Voilà. Mais nous sommes tout à fait partants. Nous avons même d'autres projets de publication pour en rediscuter pour une prolongation, parce qu'on a peut-être la possibilité, on a déjà quelques collègues qui veulent travailler avec nous, d'en faire véritablement une recherche avec possibilité de publication particulière. On va en parler après, mais je pourrais proposer à mes collègues de La Rochelle de faire quelque chose autour de Oui, on va changer les cartes de visite si vous voulez. À condition qu'il fasse beau à La Rochelle. Il fait beau à La Rochelle, c'est dommage. Y a-t-il d'autres questions? Parce que nous arrivons un peu à la fin, je voudrais donner la parole à ceux qui n'ont pas... Si, allez. Tiens, Hugo, si tu veux. Il y a quelqu'un derrière. Non, ça va. Merci de rien. Alors, je vais revenir un peu à l'histoire des idées. Vous avez cité Ouais. et Ray Kurzweil, le gourou de la singularité du transhumanisme qui bosse chez Google maintenant, il fait des recherches. Est-ce qu'un autre fil de lecture, ça pourrait pas être l'affrontement assez vieux maintenant entre libéralisme et absolutisme? Oui. Qui peut être un absolutisme bienveillant aussi, dans quelques cultures. Oui, le despote éclairé, bien sûr. Oui, très bonne remarque, Léo. Effectivement, lorsqu'on parle des IA bienveillantes, on est dans le despotisme éclairé. Voilà, ça c'est tout à fait, oui. Mais encore une fois, du coup, on est dans une catégorie un peu classique, finalement. Le débat entre absolutisme et libéralisme, c'est encore une fois la forme de l'État. C'est-à-dire que, voilà, tout à fait, bien sûr. Mais voilà, là encore... c'est un débat qui est déjà... Et je pense que l'IA va au-delà de ce débat. La question... Je pense que le philosophe le plus intéressant, c'est Rousseau, parce que précisément, il est incohérent. Et donc, il y a plusieurs grilles de lecture. Oui, après, il y a tout un élément qu'on n'a pas vu non plus, c'est les coûts. On a un peu fait l'impasse sur le coût de production, le coût d'une IA, qui, d'abord, si on a des IA qui augmentent nos capacités dans le transhumanisme et qui en plus modifient notre personnalité, parce que rien n'empêche de parler d'un plan de personnalité. Vous voulez briller dans une soirée, parce que vous êtes invité à une soirée de musique classique, vous n'y connaissez rien, vous faites un implant de personnalité, vous changez votre personnalité, un peu comme les chiens de Bernard Vinci qui changent de personnalité quand l'un d'eux change. Qui y accède? Il y a une question de... Si on considère qu'ils changent de personnalité, ou on considère que c'est plus les mêmes individus. Ou c'est plus les mêmes individus. Là aussi, il y a une question de degré. Qui peut se payer ça, quoi? Est-ce qu'on ne va pas encore une fois de plus être dans un cas où il y aura une spéculation financière à l'intérieur d'une spéculation financière? Donc ça, on l'a pas trop abordé. Dans le même thème, quand nous avons évoqué les prothèses intelligentes, c'est vrai que dans la recherche américaine, en droit, bien de la recherche en droit, notamment, on se pose cette question, qui pourra avoir accès à ça? Et effectivement, quel serait le futur, avec un possible futur où il y aurait une frange de la population capable de pouvoir se payer ces améliorations, de prolonger son existence, et donc d'avoir accès à des droits qui n'existent pas pour les autres, qui n'ont pas, et qui sont plutôt dans le rôle dans le statut du serviteur, et qui ne peuvent pas y accéder. Un peu de modifier. Oui. Donc, une autre question, je crois que vous, monsieur. Mais moi, je voulais revenir sur la notion de citoyenneté, notamment au niveau des définitions. Est-ce que, en termes d'intelligence artificielle, est-ce que le citoyen ne le devient pas à partir du moment où il est autonome, c'est-à-dire où il est émancipé du créateur? Parce que pour l'exemple de l'IA sur le site web, pour contrôler ce qu'elle achète, mais on l'a mis ici. Je me place du point de vue d'un général d'armée. On ne contrôle pas le soldat qui tue, mais il est quand même touchant. Oui, c'est après tout cette IA, on lui a quand même ordonné de faire des achats. Des achats, c'est un outil qui a été conçu avec l'entendu sur le web. C'est vrai. Oui, mais alors là, il y a une question qui est encore plus... Est-ce que le citoyen enfant n'est pas citoyen à 100%, il est en devenir. Ouais, mais quel citoyen est citoyen à 100%? Aucun d'entre vous dans cette salle ne l'est, ni moi non plus. Et en plus, quel citoyen est vraiment autonome? Je veux dire, c'est quoi être citoyen? Déjà, c'est accepter
un corps de valeurs et un type de comportement qui est d'ordre politique, culturel, etc. Le citoyen autonome dans l'absolu, moi je vois pas trop ce que c'est. Là je parle plutôt en histoire d'idées politiques. Oui, c'est-à-dire que la conception de citoyenneté elle est culturelle, elle est même nationale. Parce que même au-delà de la notion de citoyenneté, à partir de quel moment vraiment on peut le régir comme une personne physique, puisque de toute façon, souvent il est programmé antérieurement. Et nous avons identifié cette difficulté. Et c'est pour ça qu'au final, nous sommes parvenus à la conclusion que nous avons partagée avec vous. C'est la première fois que je parle devant tout le monde. À partir du moment où on envisage l'intelligence artificielle, on met ça en relation avec la citoyenneté, ça nous renvoie vers Salut. plein de questions de degrés. Comme tu le disais Hugo, à partir de quel moment on est vraiment autonome, qui est vraiment autonome. Si c'est l'autonomie qui fait le citoyen, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas du tout autonomes et qui pourtant sont citoyens. Et effectivement, voilà pour nous, notre réponse était de dire, la seule réponse qu'on puisse trouver, c'est de dire alors que la citoyenneté est ce qui permet d'accepter ces différences et de considérer qu'il n'y a pas un profil type auquel on devrait donner, attribuer finalement certains droits, certaines prérogatives, certains devoirs aussi. Et de voir finalement dans la citoyenneté non pas une simple catégorie, mais plutôt un processus, ce processus qui permet d'embrasser ce qui est différent pour après réfléchir et déterminer quelle doit être la place de chacun dans notre société. Il faut faire des erreurs, c'est pas grave. En tout cas, ça a été notre réponse. Mais c'est vrai que là, ce que vous relevez, c'est la difficulté en général. C'est toute la problématique finalement du sujet. Moi, je l'ai vu aussi que à quel moment on considère qu'on débranche un mixeur. Non. Moi je connais pas. Je la connais. Tu peux la savoir. Ça y est, à toi. Non, c'est un micro. Parle. Tu peux parler. Tout à fait. Et il y a aussi la place de la liberté. Quand j'ai évoqué effectivement la différence entre les sociétés et les personnes juridiques, les sociétés qui ne peuvent agir s'il n'y a pas un Je regarde parce que c'est fragile. quelque chose à signer un acte, et au moins effectivement, c'est des choses qui sont dans la finance politique. Qu'est-ce que la liberté aussi? C'est vrai que c'est pour ça aussi que nous avons été enthousiasmés petit à petit. Ce qui avait démarré en fait comme un pari est devenu quelque chose qui pour nous était enthousiasmant parce qu'on s'est aperçu que finalement ça nous a mené à interroger et à retrouver en fait toutes les interrogations essentielles de l'être humain. La liberté, l'autonomie, la place dans la société, qu'est-ce que le pouvoir, quel est le fondement du pouvoir. Bon, allez, effectivement. Je pense qu'il faut atteindre leur terme en effet. Voilà, ce sera l'objet de la prochaine conférence sur l'intelligence artificielle. Merci à tous. Vous êtes peut-être à La Rochelle ou. Merci.